Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7h. Le journal Yaya Konaté. À la une de l'actualité de ce lundi 24 avril 2023, la ville de Mopti, toujours sous le choc après l'attentat kamikaze de ce week-end. Une forte délégation composée de ministres, de membres du CNT et de hauts gradés de l'armée a été dépêchée sur place pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. L'actualité hors de nos frontières, les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivent au Soudan. Une dizaine de jours après leur déclenchement, des combats meurtriers se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires. Le pape François appelle au dialogue face à la grave situation dans le pays. Une prise de parole très attendue à l'ONU. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, préside demain une session de débat sur le Moyen-Orient, mais déjà aujourd'hui, il rencontre à New York le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le grand format du lundi finit. Le mois de Ramadan, un mois où les fidèles musulmans ont redoublé d'ardeur en matière de prière et de bonnes œuvres, des habitudes à pérenniser selon les spécialistes. Les abandonner serait synonyme d'oublier les leçons apprises pendant le mois béni. Et puis les sports, la Guinée-Conakry rafle tout au tournoi Challenge Trophy IHF zone 2 de handball, double victoire en cadet et junior. Le tournoi s'est achevé hier dans notre capitale. Nous parlerons également football avec les quarts de finale de la Coupe du Mali. Coup d'envoi cet après-midi au stade Diarra H de Koulikoro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mopti, toujours sous le choc donc de l'attaque kamikaze de samedi. Les fortes déflagrations résonnent encore dans les esprits. C'est dans ce contexte qu'une forte délégation composée de membres du gouvernement, du CNT et bien évidemment de la hiérarchie militaire s'est rendue hier sur place aux victimes de l'attaque. La délégation est venue exprimer le soutien et la compassion des autorités de la transition. Mopti Oumar Maïga. Suite à l'attaque kamikaze des forces du mal déjouées par les forces de défense et de sécurité sur l'axe Banyangara-Sévaré, qui a occasionné des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels, une forte délégation nationale interministérielle, parlementaire et soutenue par la hiérarchie militaire et conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendue à Mopti. De l'aéroport Ambodedio de Sévaré, la délégation a rendu visite aux blessés admis à l'hôpital Somino de l'eau de Sévaré. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, chef de la mission. Sur instruction du colonel Ansibi Goïta, président de la transition, chef de l'État, venir ici à Sévaré, présenter les condoléances de toute la nation, du président de la transition lui-même, du gouvernement, du Conseil national de la transition, aux victimes de cette attaque barbare. Tous les blessés qui sont rentrés à l'hôpital sont tous vivants. Il n'y a pas eu de décès constaté. Cela dénote du professionnalisme de l'équipe médicale et ensuite leur esprit patriotique et leur esprit d'engagement. Saluer également la population pour leur accompagnement. Saluer la coordination des humanitaires pour l'assistance à ces différentes victimes. Je tiens aussi, au nom du président de la transition, chef suprême des armées, à remercier et féliciter toutes les forces de défense et de sécurité qui ont de façon professionnelle, de façon patriotique, repoussé cette attaque. Deuxième axe fort de la mission à Mopti, la visite du site et aux familles des blessés. Ici, un accent particulier a été mis sur la ferme volonté des autorités de la transition à soutenir et à protéger l'ensemble des populations et de leurs biens. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, chef de la mission. Ces forces du mal étaient venues pour faire beaucoup plus de dégâts. Mais malheureusement, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres forces en face qui étaient encore plus déterminées qu'elles. Et aujourd'hui, nous devons saluer nos forces de défense et de sécurité au nom du chef suprême des armées et au nom de toute la hiérarchie militaire. Et leur dire que ces différentes attaques ne vont jamais nous faire baisser le bras. Au contraire, ils sont en train davantage de nous pousser à la plus grande détermination. Aujourd'hui, notre devoir, c'est la défense opérationnelle du territoire, la protection des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, nous sommes requinqués dans cette position. Aucune action ne va nous démoraliser, aucune action ne va nous pousser à baisser le bras. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais déterminées. Oumar Tamboura, chef du village de Sarima. Nous sommes résolument engagés à soutenir les efforts de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous remercions vivement les autorités envers les victimes de Sarema. La présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
de la santé, de la réconciliation, de l'action humanitaire, de la promotion de la femme et celle des membres du Conseil national de transition, du chef d'état-major général des armées et celui de l'armée de l'air prouvent à suffisance l'engagement sans faille des autorités de la transition en faveur des populations sur toute l'étendue du territoire national. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Tebsugé pour l'ORT. 7h05, l'actualité hors de nos frontières à présent. La France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont commencé hier à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique du Soudan où les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine. Le pape François a appelé au dialogue face à la grave situation dans le pays où, depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir, depuis leur putsch de 2021, se sont lancés dans une guerre sans merci. Des négociations entre le gouvernement éthiopien et l'armée de libération Oromo vont commencer mardi en Tanzanie. L'annonce a été faite hier par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le chef du gouvernement éthiopien s'exprimait lors d'une cérémonie réunissant les participants et parrains du processus de paix au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, où un accord de paix signé le 2 novembre a mis fin à 2 ans de conflit entre le gouvernement fédéral et les autorités régionales entrées en rébellion contre le pouvoir fédéral. Au Kenya, de nouvelles exhumations effectuées hier portent à plus de 50 le nombre de dépouilles découvertes dans la forêt de Shakahola, située dans l'est du pays. Depuis une semaine, les défunts sont des fidèles de l'église internationale de Bonne Nouvelle, une secte dont le chef aurait demandé à ses adeptes de jeûner pour rencontrer Jésus. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps ou d'éventuels survivants dans la forêt. Une fidèle a été retrouvée hier par les autorités, les yeux exorbités. Elle a refusé de s'alimenter avant d'être amenée dans une ambulance. 9 pays d'Europe se réunissent aujourd'hui en sommet en Belgique pour sceller leur ambition commune de décupler leur capacité d'éolienne en mer du Nord, un défi industriel colossal pour accélérer la décarbonation du continent. La réunion d'Ostende où se retrouveront notamment le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre néerlandais Mark Rutte vise à développer champs d'éoliennes, infrastructures de connexion, chaînes industrielles, projets d'hydrogène vert. Plus que des partenariats précis, il s'agit de coordonner les politiques nationales, a expliqué devant la presse la semaine dernière le Premier ministre belge Alexander De Croo à l'initiative du sommet mer du Nord. Une prise de parole très attendue à l'ONU. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, sera aujourd'hui et demain à New York. Lavrov qui rencontre aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant de présider demain une session de débat sur le Moyen-Orient. Sa dernière visite aux Nations Unies remonte à septembre dernier lors de l'Assemblée générale. Il faut préciser que la Russie occupe ce mois-ci la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU en pleine guerre en Ukraine. Sergei Lavrov a affirmé hier avant son départ pour New York que Moscou ne pardonnera pas aux États-Unis leur refus de délivrer des visas aux journalistes russes qui devaient l'accompagner lors de cette visite aux Nations Unies. Les dépenses militaires en Europe ont redépassé en 2022 leur niveau de la fin de la guerre froide avec une progression record depuis plus de 3 décennies dopée par l'invasion en Ukraine. Selon un rapport de référence publié ce lundi, tout continent confondu, les dépenses militaires ont atteint l'an dernier un nouveau sommet de 2240 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Il s'agit à l'échelle planétaire de la 8e année consécutive de hausse pour les investissements dans les armées. Ils sont tirés par la guerre en Ukraine qui pousse les budgets européens vers le haut, mais aussi par les tensions non résolues et croissantes en Asie de l'Est entre la Chine d'un côté et de l'autre les États-Unis et leurs alliés asiatiques, souligne le chercheur Natian, un des co-auteurs de l'étude. Alejandro Toledo, ancien président péruvien, est retourné hier à Lima pour purger une peine de détention provisoire de 18 mois et répondre d'accusations de corruption et de blanchiment d'argent. Son extradition depuis les États-Unis était demandée depuis 5 ans par la justice péruvienne. Alejandro Toledo est accusé d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars d'un groupe de construction brésilien donc en échange de l'obtention de marchés publics, des accusations de corruption que l'ancien président nie en bloc, âgé de 77 ans. Il a gouverné le Pérou de 2001 à 2006.
7h09, retour ici au Mali. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Une citation célèbre que l'on prête à John Kennedy, ancien président des États-Unis. Combien sommes-nous à faire nôtre cette citation? Oui, en tant que citoyens, nous avons le devoir de nous mettre au service de la patrie et non d'attendre tout d'un État-providence. Comment cela se passe sous nos cieux? C'est un dossier signé Bemba Sibi. L'État a des devoirs vis-à-vis de la population comme assurer la couverture sanitaire ou encore rendre accessible l'école pour tous. Les populations aussi peuvent aider l'État dans certaines de ses tâches régaliennes comme créer un GIE de collecte des ordures, protéger les biens publics ou entreprendre ce qui crée de l'emploi, de la richesse, bref, des ressources pour l'État. Au Mali, ce schéma dans les relations État-population semble être ignoré. Dans presque tous les secteurs, les regards restent tournés vers l'État. La filière bétail-viande, par exemple, qui a été durement éprouvée par la crise, les acteurs ont pris le devant pour avoir une zone de pâturage sûre. Aboubakar Ba, président de la filière bétail-viande du Mali. Nous avons signé avec l'Office du Niger un accord pour avoir un espace de 75 000 hectares sur lequel on va faire les aménagements. On va faire les pistes qui vont ramener tous les animaux de partout sur cette zone-là. Malgré cela, il reste convaincu que certains aspects de l'élevage, comme le volet institutionnel, relèvent exclusivement du domaine de l'État, encore et toujours. Pourtant, il n'y a pas d'État sans population qui est la sève même de l'État. La population doit apporter sa contribution à la gestion et au développement du bien commun. En tout cas, c'est la conviction de Mme Konaté Korotoum Tunkara, directrice d'une école privée. En temps normal, l'État ne doit pas tout faire parce que l'État même, c'est la population. C'est la population qui doit aider l'État pour subvenir aux besoins de toute la population et régler les problèmes. Les gens ne sont pas dans cette dynamique parce que quand tu sors dans la rue, tu vois il y a des déchets partout, même les caniveaux sont sales. Une mentalité attentiste qui aggrave la problématique de l'assainissement car tant que le producteur de déchets ne se considère pas comme le début du processus d'assainissement, la spirale reste sans fin. Nyarga Dambélé, chef de division assainissement à la Direction nationale de l'assainissement. Le schéma de gestion est donné avec des maillons précis. Et le premier maillon qui constitue les conditionnements, c'est-à-dire les ménages doivent balayer, mettre les ordures dans les poubelles, et c'est ça qu'on appelle conditionnement. Donc, les ménages doivent faire ça. Et aussi, les ménages doivent faire la précollecte. L'État intervient à partir des dépôts de transit pour la collecte et le traitement des déchets. L'État doit faire ci, l'État doit faire ça, c'est la phrase dominante quand on aborde également la question du chômage des jeunes. Nabil Issa Berté, enseignant. Parce que c'est quelque chose qui a été ancré dans notre tête. Nous pensons que nous étudions pour servir dans les bureaux. Étant donné que ça c'est faux. Le Mali est un vaste pays. Nous avons une belle ressource. Pourquoi ne pas les exploiter? Chaque jeune, après tes études, crée ton propre entreprise. C'est l'entrepreneur également qui peut développer un pays. Et c'est le chemin que Mohamed Sissoko, Soumaoro Aïcha Kone et Djeri Keita ont pris en créant leur entreprise. Si les deux premiers emploient une dizaine de personnes, le troisième emploie plus de 30 personnes. Soumaoro Aïcha Kone, promotrice d'entreprise. Je me suis dit, vraiment, pourquoi je ne vais pas me consacrer vraiment sur mon domaine d'activité, vu qu'il n'y a pas d'emploi ni rien. Donc, c'était une passion aussi. C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé la transformation agroalimentaire. Djeri Keita, promoteur d'entreprise. De 2011 jusqu'à 2016, moi, je suis à Malipoussin comme stagiaire. Avant d'avoir l'emploi, mais en ce moment, j'avais l'idée de création d'entreprise. Donc, en 2017, on a eu une formation de SOS. Après cette formation, vraiment, ça m'a beaucoup permis d'avancer l'idée entrepreneuriale. J'ai décidé de créer ma propre société qui s'appelle Avidor Malissar. Mohamed Sissoko, promoteur d'entreprise. Le conseil que je donne aux jeunes est d'aller vers la création d'entreprises. L'idéal est de le faire dans un domaine qui vous passionne. Dans mon cas, c'est la menuiserie métallique que j'ai appris aux côtés de mon père. Aujourd'hui, Dieu merci, je m'en sors très bien.
Des exemples qui illustrent à suffisance que tout ne doit pas venir de l'État. Chacun à son niveau doit œuvrer pour apporter sa pierre à la construction du pays, quel que soit le secteur d'activité. Il est 7h15 à Kita. Parlons à présent éducation en allant à la découverte de l'une des toutes premières écoles du Mali. Le second cycle A de la ville de Kita est en effet l'héritier de l'ex-école régionale de Kita fondée en 1881. Au fil des ans, l'ex-école coloniale a connu plusieurs mutations. On est bien loin de l'époque où les enseignants étaient des sous-officiers français et les élèves des enfants de tirailleurs. Kita, Mahamadou Alioubari. La création du second cycle A de Kita remonte en 1881 au quartier Sebougouni au centre-ville de Kita. À son ouverture avec le nom École A au lendemain de l'occupation française de la ville de Kita entre 1881 et 1884, les cours étaient dispensés par les militaires français Niamé Tunkara, patriarche de Tunkara à Kita. Sani École A Kallo, place de l'indépendance là. Avant la construction de l'école A, vers la place de l'indépendance était construite une école dite école des nègres pour préparer les interprètes au français approximatif. Sidi A. Angouiba, actuel directeur de l'école A de Kita. L'école A est une vieille école. Elle fut créée en 1881 par le capitaine Petri qui voulait s'exprimer et se faire comprendre avec les autochtones. Bala Sissoko, ancien directeur de l'école A la retraite. Les élèves qui ont été formés ici depuis le temps colonial jusqu'à l'indépendance, alors je peux retenir comme Mamil Sidibé, Tchéoulin Konaté, il y a Anatole Sangaré, ensuite Mamadou Madera Keïta. Ils sont nombreux. Dans les années 1885 à 1904, l'école coloniale connaît ses premières mutations avec le transfert de l'école du Fort à son emplacement actuel sous le leadership des Pères Blancs. Et c'est entre 1924 et 1925 que l'école A prend le statut de l'école régionale avec 3 classes et 2 divisions chacune. À l'image du système éducatif national, l'école A de Kita a subi la réforme de l'enseignement de 1962, 2 ans après l'indépendance du Mali. Cette grande réforme sous le président Modibo Keïta changera les structures héritières du régime colonial, ce qui rendit mixte toutes les écoles de la République. Et depuis, Kita Garçon devient école fondamentale de Kita A et plus tard l'école fondamentale second cycle A. Sébastien Dakou, DECAP de Kita. C'est à partir de 1993, à nos jours, l'école est devenue école fondamentale second cycle A de Kita. L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment un cri de cœur. SOS, parce que cette école-là s'effondre. Elle est presque exiguë. Les élèves sont dans les salles de classe qui sont très mal aérées. L'école a besoin d'une réhabilitation. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Ce qui est frappant, c'est l'architecture. C'est une très vieille architecture faite en terre, en semi-dur, mais qui continue à résister au temps et qui mérite d'être préservée, qui mérite d'être réhabilité et qui mérite même d'être renforcé. Et c'est là pour les raisons que de très grands cadres de ces pays, donc de la région de Kita, sont passés par cette école. Nous n'allons pas tous les citer, mais ils sont très nombreux. Donc c'est l'occasion que toutes ces sommités qui sont parties de cette école pensent à cette école. Le second cycle A de Kita est un patrimoine historique pour le Mali et la sous-région. Kita, Mohamed Ali Ouari, Nouhoun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. 7h18, le grand format du lundi à présent, l'Aïd el-Fitr, célébré vendredi dernier, a sonné la fin du mois de Ramadan, un mois où les musulmans ont redoublé d'ardeur en matière de prière et de bonnes œuvres, mais ces habitudes acquises pendant le mois béni sont-elles rangées au placard en attendant le prochain Ramadan? Surtout pas, répondent les spécialistes, ce serait un échec des leçons apprises pendant le mois de Ramadan. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Le Ramadan 2023, Mohamed Sanogo l'a passé sans grande difficulté. Seulement, il a perdu quelques kilogrammes, comme tout bon jeûneur. Un mois d'abstinence et d'adoration qu'il qualifie d'une école pour lui. Laissez les choses que vous aimez pendant un mois, vous aurez beaucoup d'impact sur les 11 mois à venir. Parce que quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer dans les jours à venir, ça pourra vous consolider moralement et physiquement.
Le ramadan était également une école pour Alimata Traoré. L'observance du mois lui a donc permis d'apprendre beaucoup sur la crainte d'Allah et le comportement d'un bon musulman. Ça a eu beaucoup d'impact sur mon foi et ça m'a permis d'abandonner beaucoup de mauvais comportements. Vu que j'ai pris beaucoup, j'ai fait des sacrifices, beaucoup d'autres choses. La page du mois de Ramadan 2023 s'est donc définitivement refermée. Un mois qui a été marqué par des prières, invocations et actions de bienfaisance. Pour Alimata Traoré et Mohamed Sanoko, la marche arrière est désormais interdite. Non, je ne vais pas revenir sur ça. Je prie le bon Dieu pour que les fois que j'ai eu pendant le Ramadan, que ça soit une continuité. Non, jamais. Je ne prie même pas pour ça. Mais j'aimerais vraiment donner conseil aux autres pour qu'ils puissent se dire que un mois là, c'est pas pour seulement gêner, c'est pour changer de comportement et revenir vers son Dieu. Un mois exceptionnel au cours duquel les démunis étaient devenus aussi les cibles privilégiées des nantis. Une belle image de solidarité qu'il convient de préserver et de consolider après le Ramadan. Aboubakar Sidiki Sissé est professeur d'arabe. Pendant le Ramadan, le musulman s'est apaisanti sur la prière à la mosquée, sur le jeûne, sur l'entraide, sur la charité envers les nécessités, sur beaucoup d'autres bienfaisances. Donc, après le Ramadan, il doit continuer sur cette lancée, il ne doit jamais renoncer à ça. Nous devons continuer à aller régulièrement faire les prières obligatoires dans les mosquées. C'est ce qui est recommandé et ce qui est la bonne réponse, la bonne remarque sur le comportement du musulman. Les fidèles musulmans se doivent de cultiver les valeurs telles la constance et l'assiduité dans les actions, des valeurs clés sans lesquelles l'atteinte de la piété recherchée devient très difficile selon Al-Hassan Ba, islamologue. Le comportement du bon musulman après le Ramadan doit être celui d'un bon élève qui sort justement de son école avec un diplôme très heureux, très confiant de lui-même, de sa note. Le Ramadan, considérant que le Ramadan constitue une école, c'est une école qui nous enseigne plusieurs modules, module jeûne, module prière de la nuit, module sadaqa, c'est-à-dire l'aumône, et également module patience. Les bonnes actions réalisées et la bonne attitude adoptée pendant le mois sacré doivent donc continuer. Mais le retour aux anciennes habitudes contraires à l'islam est perçu comme un mauvais signe. Si vous observez qu'après Ramadan, aussitôt vous êtes retourné à des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous en préserve, ça veut dire automatiquement que les leçons du Ramadan n'ont pas été comprises et que également les efforts fournis pendant le mois du Ramadan ne sont pas en réalité exaucés et acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très dangereux. Une évidence également pour Aboubakar Sidiki Sissé. Pour ce professeur d'arabe, ce n'est pas la parole qui fait le croyant, mais plutôt l'acte. C'est comme après le Hajj. Après le Hajj, le pèlerin au retour à la maison doit continuer à faire les œuvres qu'il a accomplies à la Mecque, qui sont des œuvres de demande de pardon à Dieu et de droiture. Mais si chaque fois après le Hajj, on constate que le musulman déraille et que va de l'autre côté, à gauche, donc ça veut dire que malheureusement, ça n'a pas été comme souhaité. C'est dire que l'enthousiasme et l'ardeur du musulman doivent rester intacts et au seul service de son créateur. Tout autre comportement pourrait être lourd de conséquences. À 7h23, on passe au sport. En football, les quarts de finale de la Coupe du Mali démarrent cet après-midi. Le Goliba AC sera face à l'AS Bakaridjan au stade Diarra H de Koulikoro. En balle, le Challenge Trophy IHF Zone 2 a pris fin hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. La Guinée-Conakry a remporté les trophées en cadet et junior. Résumé de l'actualité sportive, Isaac Chino. Handball, les rideaux du Challenge Trophée IHF Zone 2 cadet et junior filles sont tombés ce dimanche au Palais des Sports Salamatou Maïga. La Guinée-Conakry en cadet et junior a porté les trophées aux dépens du Sénégal.
Les cadets guinéennes ont montré la voie du succès en battant leur homologue du Sénégal 23-21. Tandis que chez les juniors, les Guinéennes ont largement dominé les Sénégalaises 40-19. Le Maroc termine troisième chez les juniors et Cap-Vert finit sur le podium chez les cadettes. En ce qui concerne les récompenses individuelles, le titre de meilleure joueuse est revenu à la Marocaine Hanoun Inès Dida. Chez les cadettes, la Sénégalaise Awa Sissé est meilleure gardienne du tournoi, tandis que la meilleure marqueuse est Hawa Silla de la Guinée-Conakry. Du côté des juniors, Guénar Sissé du Sénégal est la meilleure gardienne. La Guinéenne Kayatou Sanko se classe meilleure marqueuse et la Capverdienne Gonçalves Artemisa remporte le prix de meilleure joueuse. Le Mali s'est classé respectivement 5e dans la catégorie des juniors et 7e dans la catégorie des cadets. Au-delà de l'aspect sportif, cette compétition a été une grande réussite pour le Mali, nous dit le lieutenant-colonel Mamadou Chérif Tougara, président de la Fédération malienne de handball. On espérait au moins une médaille. On ne l'a pas eu. C'est pas grave. On savait le niveau de notre équipe. L'équipe était en construction. Nous allons donner d'autres missions aux entraîneurs, aussi aux directeurs techniques, afin qu'ils puissent mettre en place un bon programme de jeunes pour que justement on puisse relever le niveau du handball. On a un projet de jeunes déjà que l'IHF a demandé d'envoyer, qu'on va envoyer cette semaine même. Et on espère qu'on aura un financement et puis la direction technique va s'y atteler pour qu'on ait un bon niveau de handball bientôt. Pour ce qui est du football, la Coupe du Mali démarre ce lundi les quarts de finale. Le Djoliba et l'AS Bagradjan ouvrent le bal au Sardiarage de Koulikoro. Les rencontres comptant pour les quarts de finale de Dame Coupe du Mali se poursuivent mardi 25 avril et jusqu'au jeudi 4 mai 2023. Le rappel du sommaire de ce journal, la ville de Mopti toujours sous le choc après l'attentat kamikaze de ce week-end. Une forte délégation composée de ministres, de membres du CNT et de hauts gradés de l'armée a été dépêchée sur place pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. L'actualité hors de nos frontières, les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivent au Soudan. Une dizaine de jours après leur déclenchement, des combats meurtriers se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires. Le pape François appelle au dialogue face à la grave situation dans le pays. Une prise de parole très attendue à l'ONU. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, préside demain une session de débat sur le Moyen-Orient, mais déjà aujourd'hui, il rencontre à New York le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le grand format du lundi finit le mois de Ramadan, un mois où les fidèles musulmans ont redoublé d'ardeur en matière de prière et de bonnes œuvres, des habitudes à pérenniser selon les spécialistes. Les abandonner serait synonyme d'oublier les leçons apprises pendant le mois béni. Et puis les sports, la Guinée-Conakry rafle tout au tournoi Challenge Trophy IHF zone 2 de handball. Double victoire des cadets et en junior. Le tournoi s'est achevé hier dans notre capitale. Au menu également du football avec les quarts de finale de la Coupe du Mali. Coup d'envoi cet après-midi au stade Diarra H de Koulikoro. Il est 7h passées de 27 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde Mamadou Diallo, mise en ligne donc Cheikh Abdelaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté, à suivre les infos météo suivies de votre rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres, passez une excellente journée, au revoir. Le temps sur les ondes.